Chez l'adulte, ça peut être assez spectaculaire si tu veux. Une difficulté de concentration, une difficulté d'écoute soutenue, une distractibilité excessive. Ce sont des adultes qui ont du mal à rester tranquilles, qui sont toujours en train de faire quelque chose. Beaucoup, beaucoup de procrastination, des retards. On a aussi des addictions alimentaires, des addictions au travail, même dans le TDAH. J'arrive pas à m'empêcher de. Je n'arrive pas à attendre, j'arrive pas à réguler mes émotions, j'arrive pas à réguler mon impatience, j'arrive pas à réguler mes envies, mes pulsions. C'est la première des choses, c'est comprendre son trouble, comprendre dans quelle situation je vais avoir des problèmes, pourquoi j'agis comme ça, je me comporte comme ça. Le TDAH, c'est un vrai trouble du neurodéveloppement. On explique, qu'on comprend et qu'on arrive à traiter, avec et sans médicaments. Jonathan, tu es médecin généraliste et tu te spécialises dans le TDAH. En tout cas, c'est ce que tu communiques beaucoup sur les réseaux sociaux. Ma Mhm. première question, elle est assez cash. C'est pourquoi avoir choisi ce sujet de prédilection? C'est une très bonne question parce que, en fait, c'est un sujet que je connaissais très peu, que j'ai pas du tout appris, si tu veux, dans mes études de médecine. Ok. Et j'ai été moi-même diagnostiqué un TDAH assez tardivement, donc après la fin de mes études de Oh, médecine, et lorsque je préparais une thèse de doctorat d'exercice en médecine, sur complètement autre chose. Je vais commencer à travailler sur de l'échographie. Et puis, en découvrant le TDAH et en me découvrant moi-même et comprenant un petit peu mieux mon histoire et celle de ma famille, je, j'ai décidé de changer d'orientation et de soutenir ma thèse de doctorat sur le sujet. Et ah, depuis, bah, là, c'est un sujet qui me tient à cœur et que j'essaie de prendre en charge dans ma pratique quotidienne de généraliste. Et puis, j'essaie aussi de communiquer sur les réseaux sociaux, voilà, c'est de génial. participer à l'effort de guerre, quoi. Du, du coup, tu as fait un diplôme en médecine Ouais. avec un TDAH. Donc déjà, la première chose, c'est qu'il y a moyen de réussir des choses de ouf avec cette condition, ce syndrome. Tu vas nous expliquer à définir ce que c'est aussi. Mais donc, ça, c'est quand même aussi, je pense, important parce que c'est assez méconnu. Est-ce que tu peux m'expliquer comment on repère un TDAH chez un médecin? Alors, j'aurais tendance à vous dire s'il est tout le temps en retard, mais ça, je crois que c'est universel, hein. Et Tous s'il les écrit médecins sont mal? toujours en retard. Euh, c'est une bonne question. Je me suis jamais posé la question du point de vue du patient envers son médecin, mais je pense que c'est un médecin qui est un peu dispersé, qui va souvent vous oublier de vous donner une ordonnance à la fin, ou qui va, tu vois, avoir ce genre d'oubli, qui parfois peut peut-être être un peu énervé ou cache en consultation sans que vous compreniez trop pourquoi. Ok. Euh, Donc là, ouais, on est un peu sur les choses qu'on peut attendre quelque part d'un TDAH. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est un TDAH? Et déjà, est-ce qu'il y a le H ou pas? Parce que ça, j'ai compris que c'était une différence aussi. Et peut-être d'abord commencer par les adultes, parce que c'est le premier public qui va nous écouter. Et mhm, puis expliquer aussi comment on pourra repérer ça chez un enfant. Je pense que c'est important. ouais. Alors, le TDAH, c'est un trouble du neurodéveloppement, et TDAH, ça signifie trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. On parle pas de TDA. Si vous parlez de ça sur les réseaux sociaux, vous allez vous faire allumer. Un peu comme si vous parlez de syndrome d'Asperger, parce que les nomenclatures ont changé, donc D'accord. si on parle de ça, on va se faire allumer en commentaire. Mais donc, c'est un trouble dans lequel le symptôme central, c'est vraiment le trouble de l'attention. Ok. C'est vraiment, le symptôme central, qui est une dysrégulation de l'attention, donc qui peut aller du côté du déficit la plupart du temps, et parfois du côté de l'hyperfocalisation. Oui. Et avec ce symptôme-là, peut s'ajouter le symptôme qui est assez fréquent, hein, d'hyperactivité, impulsivité, qui peut être motrice et qui peut être mentale. Euh, C'est on, hyper pa- intéressant. on dit Pardon, vas-y. avec ou sans hyperactivité parce que parfois le versant inattentif est prédominant, parfois le versant impulsif hyperactif est prédominant, donc ça peut donner différentes formes cliniques. Donc, par exemple, si l'inattention est vraiment prédominante dans la problématique, on va plutôt parler de TDAH à prédominance inattentive, donc techniquement Oui. un TDA. Il ne faut pas le dire, sinon on se fait allumer. On a compris. C'est quoi la différence entre l'hyperactivité et l'impulsivité? Alors, l'hyperactivité, c'est un symptôme générique, c'est un terme qui désigne tout ce qui est l'incapacité à se relaxer, Ok. physiquement et mentalement. Ok. Donc, l'hyperactivité motrice, c'est vraiment le symptôme de ne pas arriver à rester tranquille physiquement. Donc, ce sont les gens qui bougent tout le temps, qui n'arrivent pas à rester tranquilles sur leur chaise, qui ont toujours besoin de marcher, de se lever, de se dégourdir, de faire quelque chose.
Donc chez l'adulte, ça se manifeste comme ça, hein. C'est un adulte qui n'arrive pas à rester assis, qui veut tout le temps marcher, qui préfère marcher que rester assis, qui a du mal à faire bronzette sur la plage sans rien faire d'autre. Donc d'un point de vue moteur, c'est ça. Chez l'enfant, c'est encore plus flagrant, puisque c'est les enfants qui vont sauter d'un canapé à l'autre, qui en classe n'arriveront pas à rester sur leur chaise, qui vont être assez perturbateurs, qui vont être aussi à la cantine ou à table, euh, une jambe sur la table, une jambe sous la table, qui vont passer en dessous, sortir de l'autre côté. Tu dois peut-être connaître si tu en as dans ton entourage. J'en ai un à la maison. Voilà, donc tu En me tout dis cas, si ça, en tout tu me cas dis si ça te parle. là-dessus, c'est le gars. C'est voilà, Voilà, c'est le même. Mota, il regarde un film et il a la tête en bas, la jambe sur le mur. Ça, c'est incroyable. Tout le temps, Ouais, tout c'est le temps. ça. Et donc ça, c'est d'un point de vue moteur. Et aussi, on a l'hyperactivité mentale, qui est différente de l'impulsivité, hein. L'hyperactivité mentale, c'est vraiment le versant cérébral, cognitif, Ouais. mental, de l'hyperactivité motrice. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à arrêter de penser. Hmm. Tout comme tu vois un gamin qui saute partout, ça se passe la même chose dans sa tête. Oui, tu penses tout L'idée le temps. part d'une idée à une autre et ça tourne, ça tourne, ça tourne. C'est la même chose. L'impulsivité, c'est assez différent. C'est plutôt en lien avec un déficit d'inhibition. J'arrive pas à m'empêcher de. Je Hmm. n'arrive pas à attendre. J'arrive pas à réguler mes émotions. J'arrive pas à réguler mon impatience, tout simplement. Hmm. J'arrive pas à réguler mes envies, mes pulsions. Donc, tu vois, pulsions Ok. violentes ou pulsions pas violentes, si tu veux. C'est pas seulement de l'agressivité, parce que c'est vrai que quand on pense à impulsivité, on pense un peu, tu sais, cette forme de ouais, je croise quelqu'un qui me coupe la route et j'ai envie de lui péter la gueule. Pas forcément. Ça peut être aussi le côté, comme tu dis, genre, je sais pas, j'ai très envie de manger ça, je vais le manger Exactement, sans y réfléchir, quoi. tout à fait. C'est un vrai côté pulsionnel, dans l'impulsivité. C'est une histoire de pulsion. Impulsivité. Ouais. Ok. Donc, il y a vraiment trois grands versants, si j'entends. Il y a l'attention, inattention, l'hyperactivité qui peut être physique ou mentale, Mhm, et maintenant l'impulsivité qui est un peu ce problème on va dire, de contrôle quelque part. Alors, tu parlais d'un trouble du neurodéveloppement. mhm, Sans être trop technique pour pas perdre tout le monde, mais l'idée, c'est que si moi, ma lecture de ce que tu me dis est correcte, dis-moi, c'est qu'en fait, toutes ces fonctions, donc la capacité de soutenir son attention, de maîtriser son système nerveux, de ses fonctions motrices, etc., de ne pas bouffer le chocolat juste parce qu'il est devant moi, toutes ces choses-là, quelque part, devraient se construire au niveau du système nerveux. Je mhm. ne sais pas quand, est-ce que c'est, tu me diras, dans l'enfance ou voilà. Et il y a un trouble dans ce développement-là. C'est ça l'idée du TDAH? Exactement. Ok. Exactement. Donc il y a un vrai substrat neurobiologique. C'est pas un trouble en dehors de la biologie. Si tu veux. On arrive à l'expliquer et à le voir maintenant. On le Ok. fait pas, on le fait pas en diagnostic, on le fait surtout en études, par exemple, mais on voit sur les IRM fonctionnels, on voit un fonctionnement différent. Si tu veux. Ah oui. On arrive à localiser la zone qui pose problème. Donc ce n'est Et pas comme que dans la tête. Enfin, si, c'est dans la tête, mais c'est littéralement dans ce la n'est pas tête. imaginaire. Ouais, C'est ça. Ouais, exactement. d'accord. C'est pas imaginaire du tout. Et tu parlais de neurodéveloppement. Et effectivement, on a le neurodéveloppement normal, médical, ce qu'on considère comme étant des acquisitions avec un délai normal. À 6 mois, tu dois savoir faire ça, 9 mois, ça, 12 Oui. mois, 18 mois, etc. Dans tous les troubles du neurodéveloppement, dont fait partie le TDAH, on voit un retard de maturation, un retard d'acquisition. Si je prends l'exemple de l'impulsivité, on a tous vu, enfin, je pense en tout cas, cette étude qui met un paquet de bonbons devant un enfant, avec l'adulte qui part dans une pièce à côté et qui lui dit, si tu touches pas aux bonbons, quand je reviens, je t'en donne le double. Oui. La grande majorité des enfants peuvent pas se retenir. Oui. Et il y a fort à parier que si on leur fait la même chose 20 ans plus tard, ils vont se retenir. C'est Oui. juste une image de la maturation du neurodéveloppement. Quelqu'un qui a un trouble dans ce neurodéveloppement-là, et qui va garder cette impulsivité, il peut se comporter comme ça à 35 ans. D'accord. Je caricature à fond, mais c'est pour vous montrer les choses. C'est qu'il y a dans la trajectoire du neurodéveloppement, il s'est passé quelque chose qui fait qu'on a pris un retard et qu'à la fin, la destination du neurodéveloppement n'est pas celle attendue. On ne Ok. s'est pas développé comme il faut. Et ce retard de maturation du système nerveux, et maintenant on sait à peu près quelle zone du cerveau ça touche, on sait quels sont les symptômes qui sont corollaires à ça. Hmm. Dans le TDAH, on sait que c'est beaucoup le cortex préfrontal, on sait que la dopamine rentre en jeu, la noradrénaline aussi, un peu la sérotonine.
Et quand on regarde la difficulté de neurotransmission de ces neurotransmetteurs dans certaines zones du cerveau, on arrive à expliquer pourquoi les gens se comportent de telle façon. Je ne sais pas si c'est clair, Si, mais en si, tout enfin, cas, en tout le cas pour moi, ouais. TDAH, c'est un vrai trouble du neurodéveloppement avec un substrat neurobiologique qu'on explique, qu'on comprend et qu'on arrive à traiter, Ok, avec et sans médicaments. ça, j'aimerais bien qu'on en parle après, si tu es d'accord, justement, Mhm, du avec et sans médicaments, ça m'intéresse beaucoup. Donc, tu parles du cortex préfrontal et de la dopamine. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, il y a vraiment un dérèglement finalement. mhm. Alors, au niveau de la dopamine, ça m'intéresse. C'est quoi parce que je pense que ça peut expliquer pas mal de symptômes, du coup, justement, si on a un problème avec la dopamine. Mais alors, est-ce que c'est un problème de j'en produis pas assez? Est-ce que c'est elle ne fait pas assez bien son travail? C'est quoi le problème avec la dopamine? C'est une bonne question. C'est des questions que les chercheurs qui nous ont précédés se sont posées et ont explorées. La, hum, la théorie du déficit de dopamine, elle a été réfutée. Ok, Les gens qui ont un TDAH produisent de la dopamine, normalement, voire même un peu trop. ok. C'est pas un problème de production. Tout ça, je te donne un exemple. On a essayé parfois de traiter le TDAH avec des agonistes dopaminergiques, comme si on voulait traiter une maladie de Parkinson. Tu sais, dans la maladie de Parkinson, qui donne des symptômes un peu similaires, beaucoup plus graves mais similaires, lorsqu'on donne de la dopamine aux patients, on traite ces symptômes. Hmm. Parce qu'on comble un manque, on comble un vide. Dans le TDAH, c'est pas le cas. Même si tu donnes de la dopamine, ça va rien changer. Pourquoi? Parce que la dopamine, elle est présente, c'est juste qu'elle est mal placée. La neurobiologie particulière du TDAH fait que cette dopamine qui est présente, elle va être trop recapturée par les neurones. Donc on va la sortir de l'endroit où elle fait effet pour la mettre dans un endroit où elle fait pas effet. Ok, ok. Je rentre pas dans le détail, enfin je peux si tu Non, veux, non, non, c'est ok. mais en gros, la dopamine elle est là, mais elle est mal placée. Ok. Lorsqu'elle est mal placée, le cerveau reçoit l'information d'un manque de dopamine alors que la dopamine elle est là. Et Ah, c'est ça qui ok. donne les symptômes. Presque comme une résistance à l'insuline dans certains cas, c'est assez amusant. Euh, L'idée, c'est que du coup, euh, qu'est-ce que ça va, quels vont être les symptômes de ça? Qu'est-ce que ça va, je veux dire, comment est-ce que ça va se manifester au quotidien? Voilà, chez un adulte, je sais Mhm. pas exactement, on doit avoir sensiblement le même âge à quelques années près. On dit quelqu'un de 30, 35, 40 ans. Euh, Comment ça se manifeste ce problème avec la dopamine ou peut-être même simplement le TDAH? Ça ressemble à quoi chez un adulte? Alors comprendre à quoi sert la dopamine, ça nous permet de comprendre les symptômes. La Hmm, dopamine, c'est ce neurotransmetteur qui joue un rôle dans le plaisir, la concentration, la régulation de l'attention, des émotions et du système de la récompense. Donc s'il y a un problème avec ce neurotransmetteur-là, on arrive plus ou moins déjà à percevoir quels vont être les symptômes. Et chez l'adulte, ça se manifeste premièrement sur le versant de l'inattention par une difficulté de concentration, hmm. une difficulté d'écoute soutenue, une distractibilité excessive. Vraiment, je capte Ouais, tout ça ce qui se part. passe dans mon environnement, sauf ce sur quoi je dois me concentrer. Beaucoup de procrastination, Hmm. beaucoup de procrastination, une gestion du temps déficiente. La plupart du temps, c'est des retards. Parfois, on voit des patients qui sont beaucoup en avance. Ah oui, pour surcompenser peut-être. Ouais, exactement. Hmm. Mais arriver 3/4 d'heure en avance, c'est aussi déficient comme gestion du temps. Oui, C'est, c'est vrai. c'est pas fonctionnel, tu vois. Ouais, ouais. Alors, ça passe mieux en société, sauf quand t'arrives chez des gens qui t'invitent et qui sont encore sous la douche. Mais voilà, c'est pas fonctionnel. Et enfin, deuxième versant, on a les versants de l'hyperactivité. Et là, chez l'adulte, alors l'hyperactivité motrice, elle se voit peut-être un peu moins lorsqu'elle Ouais. est modérée que chez l'enfant, mais ce sont des adultes qui ont du mal à rester tranquilles, qui sont toujours en train de faire quelque chose. Ce sont les gens qu'on décrit comme des piles électriques, comme des oh, il arrive jamais à se reposer, il est toujours en train de faire quelque chose, euh, ou on a toujours l'impression qu'il pense à autre chose, qu'il n'est pas avec nous, qu'il n'est pas concentré quand on lui parle, il est toujours en train de regarder son téléphone pendant que je lui parle. Ouais. Il n'arrive pas à regarder une série sans être sur son téléphone, sans être en train de repasser, plus écouter de la musique, plus je sais pas quoi. Ouais. Voilà. Il y a un besoin d'activité énorme. Et enfin, il y a le versant de l'impulsivité, où là, chez l'adulte, ça peut être assez spectaculaire, si tu veux, en termes soit d'agressivité, soit de difficultés relationnelles, soit même dans la gestion des émotions. Tu vas avoir des gens qui vont avoir des pics de colère, des pics de joie, des pics de tristesse, qui vont changer Ah vraiment oui. très vite d'humeur. Parce qu'il y a un versant à qui est rattaché de dysrégulation de l'émotion, si tu veux.
Donc une petite tendance à ce qu'on peut appeler la cyclothymie aussi, un peu le côté, tu sais, ça monte très haut, ça descend très bas, Ouais, un peu cette idée-là? alors c'est pas exactement de la cyclothymie, mais vraiment, on a des changements d'humeur qui sont assez fréquents, de courte durée, hein. Ah oui, Sont pas des humeurs qui vont durer des heures et des jours. tu vas pas Vraiment, être dépressif un mois, en pleine forme un mois, non, c'est sur quelques minutes, c'est quoi. vraiment quelques minutes, quelques heures max. C'est OK. un changement assez rapide. Et bien sûr, le corollaire de l'impulsivité chez l'adulte, c'est l'addiction. Ah oui. L'addiction. Parce que ne pas arriver à se contrôler et avoir une émotion labile, c'est le mélange parfait pour développer des addictions, surtout avec des substances qui vont calmer les symptômes. Parce qu'il en existe, Ah oui. tu vois. L'hyperactivité mentale, par exemple, elle est fortement pourvoyeuse d'insomnie, ou de troubles anxieux, ou de potentialisation de troubles anxieux. Donc nous, ce qu'on voit chez les adultes qui viennent en consultation, c'est souvent des adultes qui boivent le soir, Oui. qui fument de la weed le soir, qui prennent un peu de coke ou des choses comme ça, pour calmer leurs symptômes. On considère que c'est de l'automédication, ça, dangereuse, mais de l'automédication. Euh, et du coup, bah, ils développent très rapidement des addictions. On a aussi des addictions alimentaires, des addictions au travail, même dans le TDAH. Je disais tout à l'heure, on peut réussir des trucs quand on a un TDAH. Oui, on peut, mais à quel prix déjà? Ouais. Si on n'est pas aidé, si on n'en a pas conscience. Et puis, souvent, ce sont des gens qui, lorsqu'ils se lancent dans quelque chose, c'est corps et âme. Donc, au détriment du reste. Oui. Voilà. Oui, parce que tu parlais d'hyperfocalisation et de manque d'attention. Donc, ça veut dire qu'on peut être des 2 côtés, si j'ai bien compris. Mais donc, quand je passe dans l'hyperfocalisation, c'est un peu ce truc de je suis plongé dans un truc et je et si j'ai bien compris, certaines personnes peuvent aller jusqu'à oublier de manger, oublier de boire, ne plus faire attention aux autres, être vraiment, dans leur truc. C'est ça l'idée? Ouais, exactement. Exactement. Ah Ça oui, doit oui. être, ça doit renforcer, ce potentiel d'addiction, j'imagine en plus et donc Mhm. l'idée c'est que, tu parlais de symptômes excuse-moi, de substances qui apaisent les symptômes. Forcément, si j'ai le cerveau qui va à 2000 à l'heure, tout le temps et qu'en plus je n'arrive pas à le contrôler, à le suivre et cetera, j'imagine bien que ça peut être très tentant, oui, voilà, de boire un peu trop d'alcool, de fumer un peu d'herbe et cetera. Juste parce qu'en fait, c'est un au moins pendant ce temps-là, c'est un moment de «paix» quoi, entre guillemets. Clairement. Clairement. Et c'est aussi quelque chose, un argument pour nous très intéressant en consultation, l'effet des drogues sur les gens qui ont TDAH. Parce qu'on se rend compte que certaines drogues ont un effet paradoxal chez les gens qui ont TDAH. C'est le même principe que le traitement médicamenteux. Parce que le traitement médicamenteux, c'est un stimulant. Mais ce qui est complètement fou d'ailleurs. C'est un stimulant, mais quand tu le prends, quand tu as un TDAH, il te calme. C'est Il fou. ralentit la machine. Mmh. Que si tu prends la même substance que tu la donnes à quelqu'un qui n'a pas ce trouble-là, c'est comme s'il avait pris un peu de coke. Un tout petit peu. Ouais, Tu vois, mais donc ça stimule un finalement peu. ouais, c'est ça, mais donc tu vas avoir très, très vite finalement la réponse quand tu vas donner le traitement, quelque part? Alors, dans la majorité des cas, oui, ça peut nous aider à confirmer un diagnostic. Dans certains cas, alors il y a quelques pièges, hein. Il y a quelques Mmh mh. pièges, Mmh. parce que ça reste un stimulant, par exemple. Ouais, Donc, quelqu'un qui a ces symptômes-là parce qu'il a une apnée du sommeil, tu lui donnes un stimulant et tu vas le réveiller, ouais. tu vois. Mmh mh. Mais c'est pas forcément TDAH. Si tu lui colles une PPC, donc une machine pour l'apnée du sommeil, il aura plus de symptômes et il aura plus besoin de médicaments, tu vois. Ouais. Et puis, on a quand même aussi une petite partie des patients qui ne répondent pas bien au traitement de première ligne, au méthylphénidate. Donc, c'est pas parce que le traitement ne fonctionne pas que tu peux réfuter le diagnostic. OK. Mais dans la grande majorité des cas, oui, c'est un vrai argument. L'efficacité du stimulant, s'il a un effet paradoxal, c'est très évocateur pour nous. Et pour vous aider à trouver ce qui est bon pour vous, je vous ai mis au point un guide de l'alimentation anti-inflammatoire. Il est totalement gratuit et dedans, vous allez retrouver des listes d'aliments qui sont peut-être à suspecter si vous avez des problèmes de digestion ou d'inflammation et aussi par quoi les remplacer pour vous sentir mieux. Pour télécharger ces guides, c'est très simple, le lien est dans la description. Hem, on tu as quand même donné beaucoup de symptômes, potentiels, chez l'adulte ici. Mhm. J'imagine que chez l'enfant, en fait, c'est des dérivés de tout ça, peut-être encore plus fort dans certains cas parce qu'il y a le côté où l'enfant, comme tu dis, enfin, tu vois, genre l'hyperactivité physique chez un enfant, ça va se voir très, très fort. Est-ce qu'on doit faire attention à d'autres choses chez les enfants? Il y a des choses plus visibles, moins visibles? Comment est-ce qu'on peut repérer ce genre de choses? Alors, comme tu le dis, si tu veux, les symptômes d'hyperactivité impulsivité sont très visibles, très Mmh. perturbateurs. Donc, ceux-là, on va pas se casser la tête à aller les repérer.
parce Ouais, que les parents viennent s'en plaindre, ouais. et les profs aussi, et les Et les camarades profs, aussi. oui. Les vrais symptômes qu'on ne voit pas, ou qui sont peut-être parfois mal étiquetés, ce sont tout ce qui est du versant de l'inattention, Ah oui, l'enfant de tête en l'air, mais qui n'est pas perturbateur, le prof il va le laisser dans son coin, très ouais. probablement. L'enfant qui oublie ses devoirs, qui fait ci, qui fait ça, qui vient en retard, il aura quelques punitions, mais on va pas forcément aller chercher derrière pourquoi il est en retard tout le temps, pourquoi il écoute pas ce qu'on lui dit, pourquoi il regarde par la fenêtre toute la journée. C'est aussi pour ça qu'on essaie de vulgariser un peu et d'informer pour que ces patients-là ne passent pas à la trappe, Hmm. tu vois, qu'on puisse les repérer plus tôt. Parce que plus on repère tôt et plus on prend en charge tôt, plus simple sera la vie à l'âge adulte, si tu veux. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, tout ce qui est du versant de la dysrégulation émotionnelle, Ah qui fait oui, partie prenante du TDAH, hein, que ouais. la gestion des émotions qui est un peu difficile, on voit qu'il y a un biais quand même, surtout chez les enfants, même un biais de sexe. Parce Ok. que chez les petites filles, on aura plutôt tendance à catégoriser ces symptômes-là comme étant un autre trouble. C'est en train de changer, hein, mais il y a encore une vraie différence entre les enfants et les adultes. À l'âge adulte, on a un ratio 1-1 de diagnostic. On diagnostique autant de femmes que d'adultes. C'est Un vraiment homme bien pour une femme. équilibré. Ok. Ouais. Dans l'enfance, on était il y a quelques années à 4 garçons pour une fille. Maintenant, on est à 3 filles, enfin un garçon pour 3 filles. Ouais, donc Non, on va 3 bien, garçons pour une fille. on va bien Enfin, vers il y a le 3 fois serrage plus de là. garçons que de filles Ouais. diagnostiqués. Alors qu'à l'âge adulte, c'est équilibré si tu veux. Il y a un vrai problème de repérage. Et on va beaucoup plus rapidement parler de troubles anxieux, de dépression, de choses comme ça chez les petites filles que chez les garçons. Hmm. Aussi parce qu'elles ne présentent pas forcément les symptômes de la même manière. Donc, quelle est la pression sociétale? Je saurais pas te dire, je pense Bon, qu'elle joue, mais je peux pas ouais. te dire quel pourcentage Oui, bien sûr. ça, Mais elle joue. quel est Elle joue. En l'impact, tout mais cas, elle mon joue, avis, c'est qu'elle joue. Ouais. Ouais, ouais. je pense aussi. Après, il y a aussi une part d'inné, hein, où les hommes et les femmes réagissent pas tout à fait de la même façon et ne présentent pas les symptômes de la même façon. Oui. Et puis, il y a Ouais. aussi la description du trouble qui a quand même été rédigée et pensée en gardant en tête le petit garçon, Ouais. tu vois. Donc il y a encore un vrai travail à faire sur la caractérisation du trouble chez les femmes. On se rend compte hein, que les symptômes sont plus ou moins similaires, que les différences ne sont pas énormes, mais dans la petite enfance, effectivement, il y a des différences qui peuvent porter préjudice aux petites filles. Donc c'est un peu cliché, mais on peut imaginer par exemple que s'il y a une hyperactivité physique, peut-être qu'avec la désinhibition et puis peut-être aussi le comportement, comme tu dis, un peu naturel d'un petit garçon, ça va se marquer beaucoup plus. Mhm. Là où peut-être qu'une petite fille, comme voilà, par exemple, je t'ai entendu mentionner un exemple. Si une petite fille parle beaucoup, on va se dire Mhm. oh c'est juste une pipelette, machin, Exactement. etc. Alors qu'un petit garçon, on va se dire mais tu vois genre ouais. Et pareil sur les émotions. Mhm. Probablement qu'un petit garçon qui a des émotions beaucoup plus fortes, ça va attirer l'attention, alors qu'une petite fille, on va se dire oh bah elle est émotive, tu vois. Je Exactement. vois, je vois un peu Non les mais clichés dans lesquels on peut tomber quoi. c'est ça, Ok. c'est exactement ça. Si maintenant moi je suis adulte et que je me soupçonne ou que je soupçonne un de mes proches ou que je soupçonne un enfant, qu'est-ce que je pourrais, je veux dire, quel est le process, tu vois? C'est-à-dire que je vais t'expliquer clairement. Moi, on m'a alerté par rapport au TDAH en me disant: «Écoute, une première chose à faire» et je suis vraiment intéressé que tu me dises, si c'est intelligent ou pas. Une première chose à faire, c'est d'aller lire les critères du DSM-5. Donc pour ceux Mhm. qui ne savent pas, ce sont des critères listés qui permettent en fait déjà d'avoir un espèce de petit screening en disant: «Voilà, bah, si tu coches toutes les cases ou aucune case, bah, ça peut être déjà au moins une indication de est-ce qu'il faut poursuivre, les recherches ou pas». Et puis alors, je sais qu'il y a le versant médecin, psychiatre, etc. Et puis il y a le versant bilan neuropsy, donc Mhm. avec des neuropsychologues, etc. Euh, à ton avis, voilà, pour, je sais pas moi, un papa, une maman qui soupçonne son conjoint, soi-même, son enfant, sa sœur, enfin peu importe, c'est quoi la bonne procédure selon toi? Alors, c'est une question un peu touchy parce qu'il n'y a pas de bonne procédure qu'on peut décliner pour tout le monde, hein. Ok. Mais si je prends le cas que tu décris là, donc un adulte qui a des problèmes, qui cherche une solution à ses problèmes et la cause de ses problèmes. Mhm. Avant toute chose, informez-vous. Je pense que ce que tu fais là, ce que tu as décrit là, c'est très très bien. Informez-vous avec des infos officielles. Allez regarder les critères officiels de diagnostic. Informez-vous auprès de professionnels de santé qui connaissent le sujet. Il y a beaucoup
beaucoup de médecins qui sont référents, bien plus que moi, hein, qui qui font, comment dire? Oui, qui ont fait du TDAH leur carrière, quoi, qui se sont Exactement, spécialisés. Ouais, ouais, ouais. Ouais, exactement, et qui font référence, pardon. Voilà, voilà. ils font consensus, si tu veux. Donc informez-vous avec les liens officiels. Si vous vous reconnaissez beaucoup, moi je vous conseille premièrement d'en parler à votre médecin traitant, de lui c'est ce que je conseille moi pour les adultes Ok. parce que bah, déjà l'accès à la consultation est peut-être beaucoup plus simple que chez un spécialiste. Parlez déjà de vos problèmes, euh, essayez de faire la liste, hein, de vos symptômes et du retentissement que ça a dans votre vie. C'est-à-dire, si votre problématique à 35 ans, c'est j'arrive pas à gérer mon entreprise, je paye pas mes factures, je rate mes délais, je suis en retard à mes rendez-vous, je perds des clients à cause de ça, ou si vous n'arrivez pas à garder une relation stable, ou si vous avez perdu votre permis, vous êtes passé devant le juge parce que vous avez cassé la gueule à quelqu'un, des choses comme ça. Donc là, on a des symptômes d'inattention, d'impulsivité, etc. Mettez en face la problématique que ça a engendré chez vous. C'est un critère pour nous qui est essentiel. Donc Hmm. inattention, en face, perte de clients, perte de chiffre d'affaires, poursuite judiciaire, etc. Tu vois. Et Oui, allez voir le médecin avec ça. Et pardon, ensuite, mais ouais, tu insistes beaucoup là-dessus et je me permets d'appuyer parce que je t'ai déjà entendu en parler. Si on n'a pas de problème dans la vie, on peut avoir tout le trouble de neurodéveloppement qu'on veut, on n'a pas de TDAH. Donc, alors, je veux dire par là que pour le médecin, ça va être un vrai bon outil si on arrive à lui expliquer ce que ça veut dire dans notre vie, quoi. Concrètement, comment ça se manifeste? C'est ça que tu veux dire? exactement. Hmm. Ok, Oui, 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 oui. ok. Lister les symptômes et les problèmes que ça engendre dans mon Ouais. quotidien. Ok. Parce que un symptôme tout seul, nous, on n'en fait rien s'il pose pas problème. Tu vois, c'est un peu les sketchs du Palmacho, je sais pas si tu connais. Dis-moi. Ouais, j'ai une boule là. Le mec qui va à la pharmacie qui dit j'ai une boule là. Bah ouais, super. Ouais, Ça te fait cool. mal? Non. Cool. Ça te Bon, gêne? bah Non. voilà. Bah ok. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ouais. C'est la même problématique. Hmm. Quelqu'un qui me dit ah ouais, j'ai du mal à arrêter de penser, mais ça vous pose problème? Bah non. Vous êtes artiste, machin, vous vivez la nuit. On s'en fout alors. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Ouais. Donc Oui, on va le pas traiter s'il retentissement, y a pas de problème. c'est un vrai critère pour nous. OK. Ensuite, allez voir le médecin traitant, vous lui expliquez un petit peu ça, et lui, normalement, il doit pouvoir vous orienter correctement. Tout dépend du pays dans lequel vous êtes. Alors, en France, le médecin généraliste va vous orienter probablement vers un psychiatre. Mmh. Dans d'autres pays francophones, comme la Suisse, probablement qu'il va aussi vous orienter vers un psychiatre, ou si il est à l'aise de le faire lui-même, il peut le faire lui-même, Mmh. comme c'est mon cas moi. En Belgique, je sais pas trop comment ça se passe, mais il me semble qu'il doit aussi référer à un psychiatre. Ouais. Ouais. Psychiatre, ouais, et chez nous, il y a quand même beaucoup cette histoire du neuropsy, donc c'est pour ça que je te demande Ah, un peu on va y aussi. venir. On Ouais, va y ouais, venir. ouais, tout à fait. Voilà. Et ensuite, effectivement, le diagnostic se pose avec un entretien clinique. C'est-à-dire OK. que c'est une Une liste de discussion. symptômes, retentissement, et exclusion des autres diagnostics différentiels qui peuvent donner les mêmes symptômes. Donc être sûr que vous n'avez pas de dépression, pas de trouble anxieux, pas de trouble bipolaire, pas de trouble de personnalité, pas de trouble addictif à gérer, etc., etc. Et une fois qu'on a ou pas de trouble du sommeil, une fois qu'on a le tableau complet, on peut décider on peut conclure un diagnostic ou pas et commencer une prise en charge. Donc pour moi, la voie royale chez l'adulte, c'est ça. C'est vous suspectez, mettez au clair quels sont vos symptômes, votre retentissement, adressez-vous à votre médecin traitant, qui lui va ensuite pouvoir vous orienter au bon endroit. Parce que moi, ce que je vois chez l'adulte, c'est que souvent on a des adultes qui prennent rendez-vous directement chez des spécialistes, mais finalement, le spécialiste leur dit au bout de 6 mois, ah ben moi je prends pas en charge le TDAH ou c'est pas trop bon truc ou etc. etc. OK. Pour éviter de perdre ce temps-là, passez par le médecin traitant qui peut vous orienter. Parce qu'il a un réseau, c'est son travail, hein. Ça fait partie de son travail d'avoir un réseau et de savoir vers qui vous orienter. Mmh. Le deuxième cas de figure qu'on peut avoir et qu'on a souvent, c'est lorsqu'on diagnostique un enfant, on va diagnostiquer un ou deux parents en même temps. Et donc là, c'est le pédiatre qui va adresser le parent à un médecin pour adulte, si tu veux. D'accord. Donc là, c'est un petit peu plus facilité. De médecin à médecin, c'est plus simple quand ça se passe Est-ce que comme ça. tu peux, parler de la prévalence, je sais pas trop comment on dit, Mhm. le lien qu'il y a entre la fréquence, voilà, la fréquence qu'il y a entre, OK, mon enfant a un TDAH, la probabilité que les parents, les frères, les sœurs, les machins, parce que ça, je pense que ce sont des nombres qui sont assez importants.
Ouais, c'est très très important. Alors, il y a un taux d'héritabilité de 60 à 75, 75%. Alors, on parle pas on parle d'héritabilité. Attention, ça veut pas dire qu'il y en a 3 sur 4 qui vont avoir le trouble. Ça marche pas comme ça. Parce qu'un enfant, jusqu'à preuve du contraire, ça se fait à deux. Donc, on mélange deux poules génétiques. Oui, oui. Donc, on a des facteurs favorisants génétiques qui vont potentiellement être déclenchés, entre guillemets, par l'environnement, par Ok, l'épigénétique, si tu veux. ok. Mais effectivement, on se rend compte qu'il y a une forte héritabilité et il y a une loi un petit peu officieuse, une règle un peu officieuse du un parent sur deux. Ah oui, ok. Quand on trouve un gamin avec un TDAH, on s'attend, c'est pas toujours le cas, on s'attend à en trouver au moins un des deux parents qui a un TDAH. D'accord. Lorsqu'il n'y en a aucun des deux, on va quand même explorer les autres relations au premier degré, les frères et sœurs, les enfants s'il y en a, ou même oncles et tantes, cousins, cousines, Oui, ou grands-parents. Souvent, on en trouve, hein. On trouve des gens suspects dans l'arbre généalogique, oui, oui. mais s'il y a personne, ça arrive. C'est assez rare, mais ça arrive. Souvent, on va trouver d'autres facteurs bien plus favorisants. Une prématurité, des choses comme ça, Ah oui. des choses de ce type. Mais en tout cas, au premier degré, il y a un sur deux, quoi. C'est pas une stat officielle, hein, mais moi, ce que je vois, parce que quand je reçois des patients, je leur fais toujours un arbre généalogique. Oui. On le dessine ensemble. Et ouais, il y a souvent un parent sur deux, et dans la fratrie, il y en a. Ok. Ok. Et c'est quoi les facteurs favorisants dont tu parles? Donc, pour expliquer, donc, si j'ai bien compris, hein, parce que je pense qu'il y a plein d'auditeurs qui vont se poser la même question que moi. Si j'ai bien compris, ça veut dire que si un de mes parents a un TDAH, on va dire que ça, c'est un facteur favorisant, mais qui ne pourra être déclenché que par l'environnement. Si, on va dire, si tout, bah, tu me dis l'épigénétique, donc Oui, on dit que oui, si oui, tout se oui. passe bien dans le meilleur des mondes, a priori, ça se déclenche pas chez moi. Est-ce que c'est ça que j'ai compris ou pas? Non. Apparemment, non. Alors, moi, non, mais t'as pas tort, mais t'as pas raison. Ok, Non, parfait. mais disons que on peut pas faire une équation mathématique. Oui, oui, Je peux ouais, pas te dire si je mets ça, plus ça, moins ça, il y aura TDAH ou pas TDAH. d'accord. C'est juste ça. Mais disons qu'effectivement, quand on a un parent qui a un TDAH, ça augmente très fortement le risque, parce qu'on a un pool génétique qui est favorisant, Mhm. on a un code génétique qui favorise. Dans certains contextes, on va augmenter les risques du déclenchement de TDAH, enfin, d'apparition ou de présence, déclenchement c'est peut-être pas le bon terme, Oui, oui. de présence de TDAH. Par exemple, si mon papa a un TDAH, moi je nais prématuré ou je nais avec un tout petit poids, plus on m'a largué à la naissance, j'ai été abandonné, plus Ok. ensuite on m'a collé devant la télé 5 heures par jour jusqu'à mes 6 ans, plus j'ai mangé n'importe quoi, plus j'ai jamais fait de sport, plus ci, plus ça, plus j'ai pas de copains à l'école, plus tous les facteurs du monde favorisants, alors là le risque est important. On Ouais, s'attend à trouver un TDAH. ouais. Ce serait étonnant qu'il n'y en ait pas. Par contre, si j'ai un de mes deux parents qui a un TDAH, qu'il en est conscient, qu'il le sait, qui va faire attention chez moi, j'ai pas eu de facteur favorisant autour de la naissance, j'ai Mhm. pas de carence, on s'est bien occupé de moi, etc., etc., on diminue le risque, mais on n'annule pas le risque. C'est pour ça qu'il faut bien faire C'est attention. ça. Il faut pas que ce soit culpabilisant. Si votre enfant a un TDAH, c'est pas que vous avez mal fait quelque chose. Le plus grand facteur de risque, c'est la génétique. C'est Et ça. là, on peut pas le changer, ça. Vous voyez. Vous pouvez faire tout ce que vous pouvez pour diminuer le retentissement du trouble, et la prévalence du trouble. Vous pouvez corriger la trajectoire du neurodéveloppement, mais il y a une part d'incompressible. Vous voyez, donc C'est ça. le plus gros facteur, c'est le génétique. Ouais, Vraiment le pour plus gros. éviter de culpabiliser les parents, parce Oui, qu'effectivement, parce on que voit passer des trucs sur les réseaux un peu atroces à ce niveau-là. Notamment, je t'ai vu faire un post disant euh, le TDAH, c'était quoi le commentaire? C'est juste quelque chose pour expliquer la mauvaise éducation des exactement. parents, un truc comme ça. Et là, je t'ai vu ta réaction. Je l'ai trouvé très bonne d'ailleurs, parce que tu restais très modéré pour quelqu'un qui a potentiellement une impulsivité. C'était très bien J'étais géré. un peu fatigué ce jour. Mais j'ai vu, donc tu parlais de, donc, on va dire que dans les facteurs qui peuvent augmenter la probabilité de, Ouais, exactement. donc la grossesse, la naissance,
j'imagine les premières années de vie, donc Mhm, dans quel environnement je vais être, comment je vais manger, comment, mhm, ouais, comme tu dis, est-ce que je vais regarder la télé toute la journée, est-ce qu'on va s'occuper de moi? J'imagine que toutes ouais. ces choses-là vont avoir tout un tas en fait de, ouais, de facteurs. Mais alors du Mhm, coup, ce qui me semble beaucoup plus intéressant, parce que tout ça quelque part, j'ai envie de te dire que si on repère les choses à 8 ans ou à 35, bah, entre guillemets, c'est trop tard pour cette partie-là. Par contre, maintenant, on peut agir. Il y a la partie où on peut faire des choses, mettre en place, comme mhm, tu dis, pour limiter finalement l'impact de ce TDAH dans notre vie. tout à fait. Comment on va faire du coup d'abord? Est-ce que alors moi je voudrais qu'on parle de médication. Il faut qu'on parle des neuropsy, hein. On parle de médication Il et faut on qu'on parle parle de l'heure aussi, ouais. de lifestyle, mais moi j'aurais dans l'idée, tu vois, voilà, si je soupçonne, je sais pas moi, mon cousin, mon frère, mon père, machin, j'aurais tendance à dire, bah, avant de passer à la médication, évidemment, il y a tout le processus de diagnostic, et cetera. Mais il y a peut-être des choses que je peux déjà mettre en place maintenant Oui. qui potentiellement vont m'aider. Est-ce que là, il y a des choses un peu comme ça qui sont des, on va dire que chez toutes les personnes avec un TDAH, ça pourrait de toute façon faire du bien. Mhm. Alors, je irai même plus loin. Il y a un certain nombre de choses que je vais te dire qui sont bénéfiques pour tout le monde, TDAH ou pas TDAH. J'aime bien. C'est vraiment lifestyle, tu vois. On est tous des êtres humains, on est tous plus ou moins faits de la même manière. Les conseils bénéfiques qu'on donne, ils sont assez génériques, si tu veux. Donc ça marche D'accord, pour tout le monde. d'accord. Mais c'est encore plus potentialisé dans le TDAH parce que c'est vraiment adapté. La première des étapes quand on parle de TDAH, c'est la psychoéducation. C'est la première des choses. C'est comprendre son trouble, comprendre dans quelle situation je vais avoir des problèmes, pourquoi j'agis comme ça, je me comporte comme ça. Et ensuite, le dernier pendant de la psychoéducation, c'est comment je m'adapte. Et C'est là, ça. c'est dans le comment je m'adapte qu'on va pouvoir donner des conseils lifestyle, si tu veux. Le premier que je donne, moi, les deux premiers, c'est régler l'activité physique et régler le sommeil. 100%. Avant le reste. C'est la première des étapes. Même avant l'alimentation, du coup. Avant, avant. Ok. Le sommeil, c'est le premier truc. Bon, souvent, c'est un peu corrélé à l'alimentation, parce que si tu tapes deux pizzas le soir à 23h, tu vas mal dormir. D'accord. Bien sûr. Mais le Mais but restera de fixer le sommeil. Ouais. sommeil. En premier lieu, Ouais. c'est Ouais. le sommeil, sommeil suffisant, sommeil réparateur, sommeil régulier. C'est vraiment le plus important. Et souvent, c'est une des grosses difficultés qu'éprouvent les patients, adultes ou enfants, avec TDAH, hein. Aller au lit. Aller au lit, Ok. c'est vraiment un combat. Et avoir un sommeil régulier, c'est aussi difficile. Ok. Pour plein de raisons, hein. Nous aussi biologiques, hein. Mais aller au lit, c'est très compliqué. Et donc, pourquoi je le mets avec l'activité physique? Parce que quand on a une hyperactivité mentale ou motrice, si on ne s'est pas épuisé, aller dormir à 22h, quand on a 35 ans, c'est pas possible. Ouais. Tu peux même te mettre au lit, tu te mets dans le noir, tu te mets une couverture lestée, toutes les combines qu'on voit sur internet, ça marche pas. Tu vas pas dormir. Donc, il faut faire du sport. Il C'est faut genre, faire du enfin, sport. bouger, quoi. Ouais, faut aller dehors, faut marcher, Oui, alors pas faut faire des forcément du marches. sport à la salle, hein. Ouais, 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 c'est ça. Mais Bouger. franchement, aller au travail à pied, en vélo, revenir, partir, prendre les escaliers, essayer de faire allez, 20-30 minutes minimum d'un peu de cardio, tu vois, un truc qui fait monter les BPM, Ouais. c'est déjà très très bien. En fait, il faut se fatiguer, quoi. C'est ça l'idée. Va Parce que dans un sens. mais tu sais, souvent on me demande c'est quoi ta combine, quelle est ton astuce pour dormir? Et je leur dis, écoutez, j'ai jamais trouvé plus efficace que l'épuisement pour aller dormir. Mais c'est clair. Tu peux, C'est clair. tu peux faire ce que tu veux. Je peux te bourrer de médicaments et de trucs et de suppléments et de mélatonine et ce que tu veux. Tu vas un peu mieux dormir, mais ce sera pas un sommeil réparateur et physiologique si tu veux. On Va est d'accord. t'épuiser et va dormir. On est Mais dans d'accord. certains cas, avec un TDAH sévère, c'est pour s'épuiser, il faut y aller, hein. Ouais, ouais, ouais. Moi, Tout le monde n'a pas le temps de faire 3-4 heures de sport par jour si tu je veux. pense à un de mes clients, si tu veux, que j'ai accompagné quand même pendant assez longtemps. Et c'est marrant parce que maintenant que je m'informe sur le TDA, je pense que quand même il y a quelques trucs chez lui qui sont intéressants. Où en fait, c'est exactement ça. Le mec me dit, moi, je ne me repose jamais. Il a un mode de vie de fou furieux. Il travaille toute la journée, il s'occupe de ses enfants, il cuisine, il fait le jardinage, il machin. Et les gens lui disent qu'il fait trop. Il dit, mais non, mais moi, je me sens bien mentalement, tout va bien. Mais par contre, son corps déguste quand même un peu. Et c'est Ouais. vraiment amusant, effectivement, de voir à quel point ça limite de je fais beaucoup de choses est beaucoup plus loin que la moyenne, quoi. Mm. Et donc, effectivement, cette personne-là, pour l'épuiser, tu as l'impression que tu dois la buter, quoi. Tu as l'impression que. Tu vois ce que je veux dire que C'est ça. Non, mais c'est ça. C'est ça. C'est vraiment impressionnant. Ok.
Donc l'activité physique capitale. Capital, activité physique, sommeil. Les deux premières choses en lifestyle, si on veut parler de règles hygiéno-diététiques, c'est ça. Ok. Et l'alimentation vient ensuite. Mais activité physique et sommeil. Activité physique, on peut, c'est le plus simple, on va dire. Oui, oui, Ça oui, coûte une paire de baskets et aller dehors. c'est ça. Sommeil, c'est plus compliqué. On a vraiment des gens qui ont des difficultés avec le sommeil. Parfois, on a besoin de faire un agenda du sommeil. On a besoin qu'ils nous notent quand est-ce qu'ils vont dormir, quand est-ce qu'ils vont se coucher, combien d'heures ils dorment, etc., etc. Parfois, on a aussi besoin d'éliminer d'autres troubles du sommeil. De l'apnée du sommeil, des syndromes des jambes sans repos, des parasomnies, des choses comme ça. Mais voilà, il faut vraiment régler ces deux choses-là. Si on ne veut pas parler médicaments, activité physique, sommeil. L'alimentation, ça vient après. Et quand je parle d'alimentation, entendez-moi bien, hein, je ne vais pas rentrer dans de l'optimisation comme si vous étiez un athlète qui allait faire les JO, hein. On n'en est pas là. On n'en est pas là. C'est-à-dire augmenter un peu la dose de protéines, diminuer les sucres rapides, arrêter de manger des cochonneries, des plats préparés, des trucs comme ça. 2, 3 repas par jour, une bonne hydratation, et basta quoi, hein. On va pas non plus aller trop loin. C'est souvent les gens qui ont un TDAH, tu sais, ils y vont corps et âme quand ils se lancent dans un truc, Ouais, et du ils coup, sont ça va être impulsifs. régime super carré, on va compter les calories, machin, et Alors ça va être ils épuisant. vont faire des trucs, des plannings sur 3 semaines, ça va tenir 2 jours. Voilà, Ouais. après ils vont arrêter. Mais ça sert à rien de se faire un planning ultra précis, sincèrement. Essayez juste d'être un peu régulier, un peu de discipline, Ouais. et le contrôle de l'alimentation. Donc, le matin, évitez de manger des céréales au chocolat avec de la confiture sur du pain blanc et un verre de jus d'orange et je sais pas quoi, et un chocolat au lait avec de la chantilly. Alors, je sais pas comment tu prenais le petit déj, Alors mais là, parce que moi, là, j'étais pas très loin de ça quand j'étais petit, hein. alors, moi, genre, j'aime pas trop le sucre, moi je préfère le gras, tu vois. Le gras c'est la vie, D'accord, donc j'ai d'accord. pas ce problème, mais Ouais, et je suis ouais, tout le ouais. temps en retard, donc je mange pas le matin. Bref. OK. Les cordeliers sont les plus mal chaussés, tu sais, je donne des conseils, mais Ouais, ouais. Bah, ça va, tu es quand même pas je sais ce qu'il avec faut faire, mais je le fais pas, tu avec vois. ton chocomel en arrivant en cours, c'est bon, ça va. Mais voilà, il vaut mieux éviter le sucre le matin, augmenter le gras et les protéines. Si vous mangez pas à midi, c'est pas grave. Il faut faire 2 repas, c'est pas grave. Hydratez-vous bien juste. Et puis, évitez de manger des cochonneries, de grignoter, de boire des boissons sucrées. C'est peut-être aussi le meilleur conseil que je peux donner en tant que médecin, mais ça c'est pour tout le monde. Buvez de l'eau. Vous arrosez pas vos plantes avec du coca, hein. Ouais, Vous buvez de l'eau. Vous pouvez mettre un peu de trucs pour donner du goût si vous voulez, du citron, un peu machin. ouais, Mais mais de pas l'eau. de jus d'orange, pas de jus de fruits comme ça, pas de coca, pas de soda, machin. C'est du sucre en liquide, hein. Déjà rien que ça va vous changer la vie. Et puis, quoi vous dire de plus? Alors, Voilà, j'ai ouais, pas grand-chose à dire de plus un petit sur truc, l'alimentation. s une remarque par rapport à ça, tu vois? J'ai justement eu une discussion avec un de mes clients là-dessus un jour, où en fait, tu vois, je lui dis: «Écoute, hem, arrête de chercher à optimiser plus, tu vois, comme tu dis, la petite pointe de la pointe du complément alimentaire, machin, ne fais plus souvent les choses simples qui te font du bien». «Ouais, mais je vais chez les potes, je mange du ceci et ça m'enflamme le ventre». Ben voilà, moins de ça, tu vois? Moins de ça. Plus de, je mange mon petit déj avec mes œufs et je me sens bien, j'ai de l'énergie jusqu'à midi. Parfait, fais ça souvent, C'est tr tu vois? C'est vraiment l'idée de simple et simple mais très régulier effectivement et ça, c'est pas évident, d'autant plus je pense pour un TDAH, si j'ai Mmh. bien compris, puisqu'on a l'impulsivité et on a ce côté aussi un peu à partir à droite, à gauche, ceci, cela, donc j'imagine bien que ça doit être encore plus compliqué. Et comme vous me demandez régulièrement où je trouve ces aliments, il faut que je vous parle d'un partenaire de longue date de mes vidéos, Coro. Coro, c'est une sorte de supermarché en ligne où on peut commander et être livré à domicile. Je vous le dis déjà, avec le code JACK5, vous aurez 5% de réduction sur toutes les commandes que vous ferez là-bas et ce sera un bon soutien pour notre chaîne. Sur ce site, vous allez pouvoir trouver ce oléagineux préféré que sont les noix de macadamia, le psyllium que j'utilise donc régulièrement pour me faire des crêpes énergie et puis le fameux kimchi dont je ne peux franchement plus me passer. J'en mange quasiment tous les jours. J'adore cette préparation. Ce qui est très cool avec Coro, c'est la simplicité de la chose. Et puisque les emballages sont assez sommaires et qu'il y a très peu de marketing autour, eh bien, on a des prix très intéressants
aussi. Pour commander sur le site de Coro, ça fonctionne en Belgique, en France, en Suisse. Mon code est dans la description et le lien pour vous y rendre également. On retourne à la vidéo. Du coup, ça m'amène à une sous-question. Parce que, tu vois, donc, indépendamment de TDAH ou pas, c'est pas le sujet là tout de suite, mais l'idée, c'est que, si tu veux, moi, l'agitation mentale et la dérégulation émotionnelle, c'est quelque chose que je connais très bien, personnellement. Et j'ai pu remarquer à quel point, d'une part, le sport m'est absolument vital pour réguler tout ça, mais aussi la consommation de sucre. C'est impressionnant à quel point, si je mange du sucre ou si je mange pas de sucre, j'ai l'impression d'être deux personnes différentes. Ah bah oui. Mais vraiment, enfin, tu vois, genre, je peux être nerveux, anxieux, avoir la tête qui part partout et me sentir extrêmement en forme et puis hyper dépressif, Mhm. ou je peux être une personne plus ou moins modérée. Tu vois, enfin, juste avec la consommation de sucre. C'est incroyable. Non mais je te rejoins totalement et je te Ouais. crois volontiers parce que j'ai fait aussi des expériences là ces derniers mois. Hmm. J'ai fait 3 semaines de régime keto pour Ah oui, tester. ah oui. Donc là, vraiment, plus de sucre. J'ai fondu, puis après j'ai tout repris comme d'hab, hein. C'est pas, mais je voulais tester si tu veux, donc vraiment plus de sucre. J'ai mangé que du gras et des protes. J'ai jamais Bah aussi oui. bien dormi. Ouais. J'ai jamais été aussi énergique le matin au travail, concentré. La digestion était merveilleuse. Les Hmm. nuits étaient douces et calmes. Pas de reflux, pas d'acidité, pas de tout ce que tu veux. Et pas de fringales au cours de la journée, si tu veux. Ouais. Alors ok, à l'heure du repas, t'as faim. T'as vraiment faim. Ton corps te dit, là, il faut manger, s'il te plaît. Mais en termes d'énergie et de productivité et de bien-être, c'était incroyable. Et là, je me suis rendu compte, je me dis vraiment là, le sucre, c'est chaud. Le sucre, c'est compliqué, hein. C'est ça. Il faut vraiment faire attention. Alors, encore une fois, restons équilibrés. Il faut C'est manger du ça. sucre, on en a besoin. Votre cerveau et votre cœur ont besoin de sucre. C'est le médecin qui parle. Mais s'il vous plaît, des glucides de bonne qualité. Et puis en quantité modérée, quoi. Enfin, il C'est faut ça. doser. Il faut doser, hein. Si tu veux, parce que je pense que tu es pas forcément familier avec mon contenu, mais si un jour tu as envie, je t'invite vraiment à aller voir le travail, enfin, si tu veux, moi, je parle énormément des glucides Mhm. et en fait, pas du tout dans l'abolition des glucides, mais dans la régulation des glucides Exactement. et si tu veux, je donne énormément de conseils pour ça. Par rapport, la chose la plus fondamentale, la régulation des glucides, c'est par rapport à ton activité physique. Plus tu Mhm. bouges, plus c'est OK, moins tu bouges, moins c'est OK. Je pense que ça, c'est vraiment la première chose la plus évidente Mhm. et chez moi, par exemple, c'est directement corrélé. C'est-à-dire que si je bouge énormément, je peux me claquer aux glucides presque toute la journée et tout va bien. C'est normal. Je parle de ça les jours où je fais 3-4 séances de sport parce qu'il y a un Mhm. événement, peu importe. Si je suis sur une journée ordinateur et que je bouge quasiment pas, je, je dois être pas keto, mais je dois être vraiment low carb, tu vois, Mhm. très important. Et du coup, j'explique ça et on parle aussi avec le docteur Mouton, qui est un pionnier là-dedans, de génomique. Et on sait aussi que du coup, il y a des gens qui ont plus ou moins d'avantages, on va dire, pour la régulation, la consommation et la digestion de glucides. Et donc, c'est intéressant de ce côté-là. Mais j'ai l'impression, avec ce que tu me dis, que s'il y a un TDAH ou une suspicion de toute façon, diminuer les glucides semble être une bonne idée. Ah oui, oui. Ah oui, oui, Magnifique. mais chez tout le monde, hein. Mais encore plus Mais chez les c'est gens tout qui le ont monde. TDAH. Non, non, On mais est d'accord. vraiment. C'est Et ce que juste tu dis, encore c'est plus très marqué, juste quoi. parce que juste, je me perds 2 petites secondes sur les Bien glucides. sûr. Glucides, c'est le carburant. C'est le carburant. C'est ce qui donne en fait, c'est ce qui va être consommé, c'est ce qui va être consommé par vos muscles quand vous bougez, oui, par votre organisme. Il y a 3 sources de sucre, hein, dans le corps. Il y a la glycémie, c'est le sucre qu'il y a dans le sang, le sucre qu'il y a dans les muscles et le sucre qu'il y a dans les graisses. Je schématise, mais en gros c'est ça. Ouais. Le, le stock direct, celui qui va être pompé directement, c'est ce qu'il y a dans le sang. Quand vous faites du sport, que vous allez bouger, le sucre qu'il y a dans votre sang, il va être consommé. Point. Et ça, on a quoi, 20 minutes de réserve, hein. Et après, bon, allez, j'exagère, ça dépend des personnes, mais en Ouais, pas gros, beaucoup, grosso on est modo. d'accord. Ouais, ouais. Ouais, ouais, on est Grosso d'accord. modo. Ensuite, le corps, il va taper dans les muscles. Il va enlever le sucre qui est dans les muscles. Et enfin, après, il va taper le sucre qui est dans la graisse. Ok. Donc, effectivement, si vous bougez toute la journée, comme tu dis, tu fais 3-4 séances de sport par jour, le sucre que tu as dans le sang, ça va pas suffire. C'est la moitié de ta première séance, t'as déjà plus rien, t'es cramé. Ouais. Ensuite, les muscles, ça va durer 1 heure, 2 heures. Et ensuite, tu vas taper dans les réserves. Tu vois, donc ton corps va pomper le sucre, il va faire fondre la graisse, la néoglucogénèse, tout le bazar là, Mhm. pour ensuite avoir du carburant. Tu vois.
imagine maintenant que tu as une journée, comme tu disais, Ouais, journée. basse en activité physique, tu veux dire? Bah, ouais, exactement. Ouais, 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 c'est ça, Je ouais. suis devant l'ordinateur ou dans mon cabinet toute la journée. C'est ça. Si je me tape une pizza, ma glycémie, le sucre qu'il y a dans mon sang, il va être là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il va durer, puis il va être absorbé. Il va se transformer en graisse, tu vois. Parce que je l'aurais pas consommé. Ouais, c'est ça. Il faut vraiment voir ça comme un réservoir, si tu veux. Quand tu manges du sucre, tu remplis le réservoir. Si tu consommes pas ce que tu as mis dans ton réservoir, En il va être stock. stocké. C'est Ouais. aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin de compliquer. Et je pense, j'irai regarder ton contenu, ça m'intéresse, mais j'imagine que tu dis sensiblement la même chose. Mais effectivement, adapter l'apport en glucides en fonction de l'activité, c'est ce que font les diabétiques, par exemple. Ouais, ouais, exactement. Donc on a parlé du mode de vie. Donc les 3 gros piliers dont tu as parlé, qui sont finalement très communs, mais qui sont beaucoup plus marqués chez les TDAH de ce que tu m'expliques, c'est l'activité physique. Donc le mouvement, quel qu'il soit, hein, ça peut être nettoyer, aller se balader et faire du sport à haute intensité si on veut. Mhm. La qualité du sommeil, plus, plus, Ouais. plus. Ah oui, clairement. Et ça, je pense que tous les gens, de toute façon, qui ont n'importe quel trouble un petit peu, tu sais, trouble anxieux, trouble quoi que ce soit, la faute à bien dormi ou mal dormi, c'est quand même 2 mondes différents qui s'exposent à toi, hein. Je pense que ça, on est tous d'accord. Et alors l'alimentation, plus de protéines et de graisses, moins de sucre, bien s'hydrater et être prudent donc avec cette consommation de glucides. Et donc Exactement. ma sous-question par rapport au café, ça dit quoi le café? On sait pas. Le- Tu un avis personnel mais pas de scientifique, c'est ça l'idée? Euh, si, j'ai un avis scientifique. Alors, tu sais, c'est des études il y a des études qui sont en train de sortir actuellement qui OK, montrent que le café aurait manifestement pas vraiment autant d'impact sur le cardiovasculaire. OK. Souvent, on a dit attention, si vous buvez trop de café, vous allez faire ci, vous allez faire ça. On se rend Il compte que semble même, finalement, protecteur à long terme en plus, maintenant exactement. donc Je ouais, m'avance ouais. pas trop parce que voilà, mais Ouais, ouais. moi, je suis un grand buveur de café, OK. peut-être un peu trop d'ailleurs, mais je, moi, je le contre-indique pas. OK. Moi, la seule raison pour laquelle je dirais aux gens, faites attention sur le café, en tant que médecin, c'est s'il y a trop de gastrite, de reflux, de machin, de choses comme ça, D'accord. ou s'ils sont trop excités si on combine café plus un autre stimulant. Sous-entendu, Ritaline, Concerta, etc. Ah oui, oui. Je dis attention, vous êtes un peu trop, réduisez la dose de café. C'est tout, sinon, café très bien. Café augmente le métabolisme, Oui, oui, oui. tout très bien. Oui, antioxydants, enfin voilà. Je- Mais Plein de donc bénéfices. l'idée juste c'est que j'imagine en fait, bah, dis-moi si parce que je te donne mon point de vue par rapport à ça, c'est qu'en fait, par rapport à la caféine à proprement parler, Mhm. l'idée c'est qu'on chez certaines personnes, ça peut augmenter l'agitation mentale et chez certaines personnes, ça peut augmenter perturber la qualité du sommeil. Je pense que ça, Ouais, on est quand même assez d'accord. oui. Donc en fait, l'idée, ce serait de dire que le café, c'est OK tant que c'est tant que c'est OK en fait. Et puis c'est plus OK quand ça devient un problème. C'est un peu ça l'idée? Exactement, mais tu sais, je peux pas donner de règles parce qu'on a Non, des personnes qui réagissent très différemment. Il y a des personnes, dont moi, par exemple, si je bois un café avant d'aller dormir, tu dors. ça m'empêche pas de dormir, mais Ouais. ça m'aide à me réveiller. Je peux Tu pas peux hop, t'expliquer, je me OK, réveille mieux quand j'ai bu un café avant de dormir. incroyable. OK, Je sais, incroyable. pourrais pas expliquer pourquoi là, Non, j'ai non, pas non, encore mais investigué. Alors c'est que ouf. d'autres, si à partir de 17h ils boivent un café, ils dorment pas, tu vois. Alors moi, si Il je faut bois un tester. café, c'est même pas à 17 heures, c'est encore plus tôt que ça. Je dors, mais j'ai mais j'ai l'impression de faire un watt de CrossFit pendant la nuit et je me lève le matin, je suis crevé. Je dis: «Putain, c'est pas possible, j'ai pas dormi» et ma femme me dit: «Non, non, 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 ça c'est pas possible parce qu'elle prend des coups et tout, non, non». Ah ouais, Donc donc ouais, ok. ouais, voilà. Et en Mm. fait, l'idée, c'est que là-dessus, par exemple, je te parlais de la fameuse génomique, et il y a un gène qui a été identifié, dont j'ai oublié le nom, il faudrait que je m'en rappelle par cœur, mais bah, c'est pas grave, qui serait directement lié à la capacité de détoxification de la caféine, Mhm. et donc qui expliquerait que chez certaines personnes comme toi, elle a une demi-vie, on va dire, je sais pas moi, de 30 minutes par exemple, et chez d'autres, elle a une demi-vie de 10 heures, tu vois. Et ça, en fait, je pense que ça se voit au quotidien. Je sais pas toi, mais en tout cas, quand je parle avec des gens, tu vois ces gars qui te disent non, mais moi, je bois un café à 20 heures, je dors comme un bébé, et d'autres qui disent je bois un café à midi et je peux pas dormir Ouais. de la nuit, quoi. Donc, ce serait en tout cas une explication, quoi. Ah, faudrait que j'aille, ça m'intéresse, faudrait que j'aille voir. Mais ça m'étonne pas du tout parce qu'on a ça aussi avec beaucoup d'autres substances. Je prends l'exemple de l'alcool. Oui. Il y a beaucoup de génomiques, beaucoup d'impacts, si tu veux, en fonction des ethnies. Et puis par Ah exemple, on oui. sait qu'il y a certaines ethnies asiatiques, ils métabolisent pas du tout l'alcool.
Pas du tout. Ok, J'ai un, ok. j'ai un ami comme ça, enfin un confrère même, on bosse ensemble. Il me dit, moi, si je bois plus d'un verre de vin, je... Ah, direct. Ah Ah ouais, oui, ouais, oui. non, c'est une catastrophe. Ah, ouais. Donc ce serait Bon, cohérent aussi de il ce y a des côté-là, ouais. différences de métabolisme, c'est clair, donc je peux pas te donner, si tu veux, une règle. C'est ça. Tester, regarder, adapter personnellement à votre vie et à ce que vous Clairement. vivez, mais j'ai Magnifique. pas de café, j'aime bien moi. Ouais, ok, ok, ok. J'ai vu des liens directs, notamment avec Adrien Chartier, si tu vois cet épisode, qui lui travaille justement beaucoup sur la neuro, etc. Et il nous a montré des études qui montraient un impact positif du contact avec la nature chez les symptômes du TDAH. Est-ce que toi, tu es au fait de ça et comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Waouh. Si tu peux répéter, s'il te plaît. Mais Ouais, ouais, coucou ouais. Adrien Chartier. Pardon, oui, c'est ça. Donc, il nous a montré quelques études qui expliquaient que quand tu emmenais notamment des enfants, mais les adultes aussi, dans la nature, donc Ouais, marcher en forêt, jouer dans une rivière, etc., eh bien, les symptômes du TDAH étaient encore plus diminués que si, par exemple, l'activité physique était faite en intérieur. Et donc, ok. l'idée, ce serait que ce contact avec la nature serait directement bénéfique, si tu veux, face aux symptômes, hein, donc, comme tu Ok. dis, aux conséquences. Tu n'étais pas au courant du truc, J'avais mais pas connaissance de ça, mais bah ça me voilà, paraît pas déconnant. c'est ça. Il vaut mieux Alors, aller faire du sport dans la forêt que dans une salle. ouais, c'est sûr, et c'est quelqu'un qui a des salles de sport qui te le dit, mais je suis absolument d'accord. On voit que l'impact est plus grand. D'ailleurs, quand je coach des gens qui ont des difficultés, plus comme tu dis, voilà, émotionnelles, anxiété, etc., à chaque fois, Mhm. c'est OK, va faire de la muscu, va faire du crossfit, va faire ce que tu veux, mais va te balader dans la Mhm. nature autant que tu le peux. J'ai encore une question avant de passer aux petites questions un petit peu rapides, explosives. C'est bah, par rapport justement, donc maintenant il faut qu'on parle des neuropsy, sinon on n'aura pas atteint notre objectif. Et puis du coup, quand est-ce que traitement, pas traitement, si oui quoi, enfin tu vois, voilà, je voudrais bien un peu savoir. Donc là dans le parcours, tu nous avais emmené chez le médecin qui devait potentiellement nous rediriger vers un psychiatre. Parfois c'est le Mhm. pédiatre qui va renvoyer les parents chez un psychiatre. Exactement. Est-ce qu'il y a un rôle là du neuropsychologue, des Bien sûr. bilans, etc. Comment ça se passe? Alors, le neuropsychologue, ce sont des professionnels qui sont très très bien formés à la gestion des troubles du neurodéveloppement. Ils sont vraiment, beaucoup d'admiration pour leur travail, parce que ça demande quand même, ils prennent du temps, franchement c'est très carré ce qu'ils font. Hmm. Le neuropsychologue intervient théoriquement pas dans la partie diagnostic. Ok, Que le diagnostic ne peut, enfin, en France en tout cas, dans d'autres pays les neuropsychologues sont habilités à poser des diagnostics, etc. En France c'est pas encore le cas, en Suisse non plus. il y a que les médecins qui peuvent le faire, c'est C'est ça un l'idée? diagnostic médical. D'accord. Mais ils sont formés en fait au diagnostic. Ils pourraient poser un diagnostic si tu veux. Ils en ont les compétences. Ce que font souvent les neuropsychologues, ce sont des explorations et des bilans. Donc ils vont vraiment explorer toutes les différentes facettes des troubles du neurodéveloppement. Donc techniquement, dans le TDAH, un bilan complet, il va comprendre une exploration de l'attention sous toutes ses formes, attention sélective, attention soutenue, attention divisée, une exploration de l'impulsivité, de l'inhibition, etc. Ensuite, tout le fonctionnement exécutif, donc de la mémoire de travail, des capacités de compréhension orale et écrite. Euh, Ils vont aussi regarder si il y a un quotient intellectuel qui est dans la norme. Donc souvent, il y a un test de QI qui est mis aussi dans le bilan. Ouais. Et puis la gestion des émotions. Et ils vont ici écarter quand même, avec un certain nombre de questionnaires, la présence de symptomatologie anxieuse, dépressive et autres, si tu veux. Donc vraiment, ils sont très très bien formés. Et à la fin, ils vont te donner un degré d'atteinte neurocognitive. Là, Ok. ils vont te dire on est sur un trouble neurocognitif léger, modéré, etc. Et ils vont donner une proposition diagnostique et de prise en charge, quand même, parce qu'ils sont formés pour le faire. Oui. Malheureusement, le bilan de neuropsy seul ne peut pas poser un diagnostic, Oui. à juste titre, hein. Parce que, je te donne juste un exemple, si je fais passer un bilan de neuropsy à quelqu'un qui a un trouble dépressif depuis 10 ans, dans ses résultats, on va voir des troubles d'attention, on va voir des troubles de l'humeur, on va voir Hmm. potentiellement une diminution de la mémoire de travail, de la vitesse de travail, etc., etc. Et on peut se dire, tiens, il y a un vrai trouble d'attention, ça peut correspondre, machin, blabla. Bon.
c'est quand même assez rare parce que les neuropsy, comme je te dis, ils explorent aussi la partie thymique, la partie de l'humeur, et ils vont probablement te dire dans leur conclusion, dans ce cadre-là, ces symptômes sont potentiellement imputables aux troubles de l'humeur. Ouais, c'est ça. Mais donc le neuropsychologue, c'est vraiment un allié exceptionnel pour la prise en charge, c'est-à-dire pour l'exploration des troubles. Ok. Moi, je le demande souvent pour caractériser les troubles des fonctions exécutives, objectiver vraiment pour l'institution, si tu veux, le trouble d'attention et le trouble d'hyperactivité et impulsivité. Ouais. Et puis, ouais, non, moi je le demande surtout pour les troubles des fonctions exécutives, pour savoir comment j'oriente ma prise en charge. Qu'est-ce Est-ce que que je tu vais peux demander expliquer ce comme que prise en c'est? charge chez l'enfant et chez l'adulte? Ok. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est ce problème de... Parce que tu as parlé aussi de procrastination et je pense que c'est un peu lié. Ouais. C'est quoi ce problème de fonction exécutive chez les TDAH? Alors c'est vrai qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais en plus des trois symptômes d'inattention, hyperactivité, impulsivité, plus la gestion des émotions, il y a Ouais. le fonctionnement exécutif qui est dysfonctionnel dans la majorité des cas. Et donc, une fonction exécutive, c'est un peu un chef d'orchestre des fonctions cognitives, donc de ce que peut faire ton cerveau, si tu veux, pour exécuter une tâche. Donc une fonction exécutive est liée à l'exécution d'une tâche. Il y en a plusieurs. Il y a la fonction d'initiation de la tâche, la fonction de planification, Démarrer. d'organisation, de Ouais. hiérarchisation, de gestion du temps, hein, la fonction d'attention, d'inhibition, de mémoire de travail. Donc et de Wow. flexibilité mentale. Donc toutes ces fonctions-là peuvent être déficientes dans le TDAH et peuvent aussi expliquer toutes les problématiques qu'on a d'organisation, de planification, de gestion du temps, de freezing aussi, parce que C'est quoi? l'initiation de la tâche, ça peut te faire bugger quelqu'un. Ah oui. Tu peux Donc, rester 2-3 heures sur un canapé ou bloqué devant ton frigo, ok. alors que le reste du temps, tu es ultra hyperactif. C'est ce que je veux dire. C'est pas parce que quelqu'un a bugué 2 heures sur son canapé que ça infirme un diagnostic de TDAH. C'est un peu compliqué de trouver des fonctions exécutives, mais voilà, les neuropsychologues explorent ça très bien. Et ensuite, moi, ça me permet de dire, bah, si je l'envoie chez un autre professionnel, par exemple un orthophoniste ou un ergothérapeute ou un psychomotricien, bah, il faut se concentrer là-dessus. Il faut se concentrer là-dessus. Si je vois que la problématique elle est centrée sur la mémoire de travail, je vais dire bah, plutôt de la remédiation cognitive, ça peut être intéressant. Ça En va me servir à ça le fonction, bilan neuropsy. c'est ça, en fonction en fait de la fonction exécutive qui pose problème, on va pouvoir du coup mettre des stratégies en place différentes au quotidien. C'est ça Exactement. l'idée? Exactement. Ça peut être une aide au diagnostic, mais ça ne Trop suffit pas au intéressant. diagnostic. C'était, c'est très intéressant, je pense, pour les gens qui ont du mal à s'organiser, qui ont du Mm. mal à être à l'heure, qui ont du mal à rendre une tâche à temps, qui ont du mal à se lancer dans une tâche. D'ailleurs, j'avais vu un truc avec les TDAH, tu me diras, il y a une grosse baisse de lumière, là, c'est bizarre, c'est pas grave. J'avais vu un truc avec les TDAH qui était que ça pouvait être extrêmement difficile pour eux justement de se lancer dans une tâche. Ils pouvaient reporter, Mhm, jusqu'au moment où il y a l'urgence. mhm. Et là, du coup, dopamine plus, plus, plus. Et là, hyper focalisation, c'est bon, on tape dedans pendant 24 heures s'il faut. Et on rend Exactement. le truc juste à temps. Enfin, il y a vraiment ce truc encore plus fort, ce qu'on appelle travailler à la dernière minute Ouais, chez oui. nous. Ah oui, oui. C'est encore Mais plus marqué. c'est Toi, tu as fait caricatural. tes études comme ça ou quoi? Oui. D'accord. Alors je dois avouer que voilà, je me livre, hein, je me livre. Vas-y, vas-y, vas-y. Ma réputation va en prendre un coup. Moi, je t'avoue que j'étais pas très assidu, hein. Ouais, J'ai dû aller à la fac en cours quelques fois. Ça se compte sur les doigts de la main, quoi, hein. c'est ça. Sur toutes C'est mes ça. années de médecine. Puis j'ai validé mes partiels sur quelques nuits blanches. C'est Les ça. infos, À je les ai, hein. l'arrache. Ouais, Je ouais. les ai, hein. Mais ouais, c'était un sprint final, si tu veux. C'est ça, c'est ça. Parce que Mais tu ouais, reportes, ouais. tu mets ton attention ailleurs, puis au dernier moment, allez, bam! Si c'est pas maintenant, c'est pas maintenant. Quelqu'un qui C'est ça, intéresse, je réfléchis comme ça. Si c'est pas maintenant, c'est mets ça. de côté. La planification sur des semaines et des mois, elle est pas, elle est déficiente. La vision long terme, Définitivement. elle est compliquée. Ouais, Si tu me dis tu dois rendre un travail dans 3 semaines, c'est pas maintenant, donc c'est pas maintenant. Je fais autre chose. c'est ça, Et ben la veille au exactement. soir, c'est maintenant. Ben voilà, c'est Ah parti. ben voilà, on y est. Je pense que ces troubles de fonction exécutive, c'est quelque chose qui doit parler à énormément, énormément de gens. Comment est-ce que je dois, enfin, est-ce que du coup, qui va m'aider là-dedans? Est-ce que c'est justement la neuropsy? Est-ce que c'est parce que j'imagine que le médecin, c'est pas vraiment son travail. Enfin, qui va, ou est-ce que je vais sur
discuter avec une IA qui me donne des infos, j'en sais rien, mais tu vois, comment je fais? Alors, le neuropsy ne fait pas de prise en charge thérapeutique, hein. Il faut Ok, bien différencier le neuropsychologue du psychothérapeute oui, qui lui va prendre en charge, hein, va faire des thérapies. Le neuropsychologue d'accord. vraiment fait de l'exploration, du bilan. Ouais. Et le psychothérapeute peut faire une thérapie adaptée à tes besoins, s'il est Du coup, formé, parce qu'il y a plein de aider thérapies à. différentes. Ouais, 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 d'accord. Et donc aider peut-être à structurer, à dire, bah, on va Ouais, planifier comme ci, comme exactement. ça. Ok, d'accord. Ouais, ouais. Alors, rappelle-moi ta question, c'était exactement, Bah, c'était si j'ai un qui problème de peut m'aider? fonction exécutive, ouais, qui peut m'aider? Comment est-ce que je peux me faire aider, Ouais. quoi? Le médecin aura des difficultés à vous aider, parce qu'il n'a pas le temps, il n'est pas formé pour ça. C'est pas la bonne solution. Il peut Mhm. vous aider hein, pour vous orienter et pour vous traiter de façon médicamenteuse. Par contre, pour vous aider dans vos difficultés de fonction exécutive, franchement, alors dans l'enfance, il y a un trio exceptionnel, orthophoniste, ergothérapeute, psychomotricien. Ok. Là, Waouh. c'est le gold standard, si vous voulez. Si vous avez tout ça, vous êtes bien là. Orthophoniste, ergothérapeute, psychomotricien. Ouais, parce que orthophoniste va vous aider à prendre en charge vraiment toutes les difficultés des troubles des apprentissages, Ok. compréhension orale, compréhension écrite, dyslexie, tout ce qu'on appelait avant les troubles 10, hein. Ouais. Va vous aider avec tout ça. L'ergothérapeute va vous aider dans la gestion des activités de la vie quotidienne, avec des vrais conseils, c'est vraiment top. Que ce Ok. soit à l'école ou à la maison, comment je fais pour bien me brosser les dents, comment je fais pour motiver pour faire ci, comment je fais pour faire ça, ta 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 ta. Ok. C'est très pratique l'ergothérapie, j'adore. Et la psychomotricité, alors c'est vachement bien parce que, surtout chez les tout petits, parce que faire une thérapie chez un gamin de 3 ans, c'est un peu compliqué. Si vous lui posez des questions, il vous répond pas, quoi. Enfin, il vous répond pas Ouais, ouais. grand-chose. Mais ça aide vraiment à l'acquisition des acquisitions psychomotrices. C'est super. C'est vraiment super. Chez Magnifique. l'adulte, les problématiques sont un peu différentes, parce que le neurodéveloppement est terminé. Maintenant, ce qu'on va proposer en fonction des difficultés, soit de la thérapie ciblée sur les problèmes. Donc, si le problème c'est la gestion des émotions, des thérapies émotionnelles. Si les problématiques sont des troubles anxieux, des troubles d'endormissement, des troubles d'addiction, la TCC marche très bien, la thérapie cognitive comportementale. Maintenant, si on veut vraiment aider dans les troubles des fonctions exécutives pures, là, on peut même se permettre, alors je vais me faire taper dessus, mais du champ du médical. Moi, j'ai eu des patients comme ça, je les ai orientés vers des coachs. Oui. Ah Parce oui. que moi, j'ai un patient, il est kiné, physiothérapeute. Il a bientôt 40 ans. Il a un gamin, je l'ai traité pour son TDAH, il va vraiment bien, il va mieux, sa vie, ça va vraiment mieux, mais sa gestion d'entreprise, parce qu'il est indépendant, elle est un peu déconnante. Gérer les factures, gérer les machins, gérer les employés, Ouais. gérer le loyer, gérer la structure, Ouais. le montage fiscal, c'est des trucs, on sort du médical, mais Ouais. son TDAH impacte ça. Moi, si je veux l'aider, je vais pas lui faire sa déclaration d'impôt. Tu vois. C'est Donc, pas ton job. il faut que je l'oriente. Ouais. Et bah, là, dans ce cadre-là, le coaching est intéressant. Il faut quand même pas, il faut pas balayer d'un revers de la main le coaching parce que c'est du coaching et que c'est payant, et que c'est pas médical et machin. Le coaching professionnel est intéressant, le coaching sportif très intéressant, les diététiciens très intéressant. Donc, Bien sûr. en fonction du trouble, moi, j'oriente mes patients comme ça. La remédiation cognitive pour la mémoire de travail est intéressante. Il y a beaucoup de thérapies D'accord. alternatives, si tu Comme veux, tu dis, ouais. Ouais, ouais, ouais. mais il faut l'adapter à la personne. Donc encore une fois, je suis désolé, je te fais des réponses un peu de normand. Non, Je non, peux c'est pas trop te bien. donner une réponse unique, mais cherchez vos combines ailleurs. Tu as parlé aussi d'IA. Moi, l'IA, moi, ChatGPT, c'est devenu mon meilleur pote, hein, je vous le Ouais, dis. ça m'étonne pas. C'est, Ouais. il faut l'utiliser pour les bonnes choses. Mhm. Dans ce qui pêche, il faut arriver à maîtriser l'outil pour que ça vous soulage. Donc moi, j'ai un patient aussi comme ça. Il a il a bientôt la trentaine. Il a une réussite folle. Il a 2 sociétés maintenant. Il fait de l'immobilier, il fait des trucs. Il m'a montré comment il avait géré son IA, c'était exceptionnel, exceptionnel. Il a une IA centrale, il lui parle et ça gère toutes les autres IA qu'il a connectées. Donc il sort Pas de chez mal. moi en consultation, je dis bah écoutez, vous allez faire ci, vous allez faire ça. J'aimerais bien que quand vous testez le médicament, vous me disiez à quelle heure vous le prenez, machin. Je lui donne mes conseils, tout ça. À la fin de consulte, il dit ok, s'il vous plaît 30 secondes. Il donne les consignes à son téléphone et là il m'a montré.
tous les matins, c'est prévu. Il y a un rappel pour lui dire note à quelle heure tu t'es pris ton médoc, machin, tout truc. Le prochain rendez-vous, il est déjà dans son agenda, qui est connecté avec tous ces trucs. Enfin, c'est merveilleux. On a un outil en 2025 qui est exceptionnel en termes d'organisation. Il Oui. faut juste se mettre dedans et l'utiliser à bon escient. Ouais. Le créatif, le cérébral, gardez-le pour vous. Le stimulant, gardez-le pour vous. Et déléguez tout ce qui est chiant à mourir, quoi. L'administratif, la structure, tout ça. Enfin, si vous aimez pas ça, déléguez. Pour quelqu'un qui a un TDAH, pouvoir déléguer son planning, faire rédiger des mails, synthétiser des trucs. Moi, quand je donne des infos, je veux envoyer un mail à quelqu'un, par exemple, je veux dire ça, je suis monsieur Intel, je veux envoyer à eux, je veux que ce soit un ton fort belle, machin, bah, c'est rédigé. Et ça m'a pris 30 secondes, si je l'avais rédigé moi-même, ça m'aurait pris un quart d'heure. Bien sûr. Il faut aussi apprendre à optimiser son temps, mais là, tu vois, je sors de mon rôle de médecin. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Non, non, C'est un, bien c'est un sûr, bien peu, sûr. c'est un peu délicat, mais les outils, ils sont merveilleux. On a même des outils, alors il y a le manuel de l'hyperactivité qu'a écrit Dr. Weibel avec professeur Perrou, etc. Il y a plein de combines en fait dedans. La matrice d'Eisenhower, utilisez-la dans votre boulot. Ouais. Qu'est-ce qui est urgent, important? Qu'est-ce qui est pas urgent, pas important, etc. Il y a des combines aussi de concentration, il y a des combines de rythme de travail. Trouvez votre rythme à vous. Il y en a qui arrivent Complètement. à bosser 45 minutes et faire une pause de 5. Il y en a qui ont besoin de faire une pause toutes les 20 minutes. Il y en Non, a mais qui t'as ont besoin toqué d'un le. coup de pouce. Il y en a qui ont besoin d'un body doubling, par exemple. Est-ce que tu peux me donner Tra- le nom du. D'abord, j'aimerais que tu me redonnes le nom du livre, si tu veux bien, le manuel du TDAH, c'est ça? le manuel de l'hyperactivité. Le manuel de C'est un l'hyperactivité. petit Ok. livre rouge. Non, je l'ai pas sur moi là. Je le mettrai en lien, en fait, du coup, en dessous. Je Ouais, pense que c'est ça. vraiment bien pour les adultes. Franchement, c'est top. Ok, C'est super. top. Et c'est quoi le body doubling? Je connais pas. Alors, ça marche super bien. Moi, Mhm. je me suis rendu compte a posteriori que je le faisais instinctivement, Ouais. surtout quand j'étais à la fac. Et en fait, c'est le fait de contrer l'initiation de la tâche, le trouble de l'initiation de la tâche, en ayant quelqu'un à côté de soi. Ah ouais. Ok. Qui nous parle pas, hein, qui fait sa vie ou qui bosse de son côté. Ouais. Le fait de pas être tout seul, c'est un coup de pied aux fesses pour dire, ok, j'initie le mouvement. Alors, Et alors tu trouves souvent, excuse-moi, je te Ouais. coupe, tu Non, trouves non, souvent les vas-y, gens qui vas-y. ont un TDAH en train de bosser dans les cafés, dans les bibliothèques, ou qui vont chez les potes réviser. Ils te disent, si je suis tout seul chez moi, je fais tout sauf travailler. Exactement. Je te Voilà. suis à 100%. Et en fait, Promis, c'est j'ai pas juste mis de caméra chez toi. c'est amusant parce que c'est vraiment quelque chose enfin, que je reconnais très très fort. Et surtout, plus la tâche est, plus la tâche est chiante, plus elle est procrastinable, plus effectivement avoir quelqu'un à côté qui, même juste qui, comme tu dis, qui fait autre chose, ou alors si tu as Mhm. quelqu'un qui t'accompagne dans la tâche, alors là c'est encore le jackpot total, mais très intéressant. Donc, body doubling, bon ben, comme ça les gens auront probablement appris quelque chose et pourquoi ils aiment travailler avec quelqu'un ou dans un café avec du monde qui passe. Parce que en même temps, quand tu es dans un café avec ton, il y a que ça à foutre aussi. Enfin, tu vois, tu peux pas ranger, regarder la télé. Enfin, tu vois, Et tu boire peux des pas cafés. boire des cafés, c'est vrai. Ça t'arrange. J'ai quelques questions rapides avant que parce que je sais que tu vas bientôt devoir nous laisser. Le but ici, c'est que tu répondes vraiment du tac au tac. Si tu veux développer, tu le fais. Et si tu veux juste te contenter d'un oui, d'un non, d'une phrase, de Mhm. voilà. C'est quoi le pire mythe qui te rend fou sur le TDAH? C'est que c'est de la mauvaise éducation. Ok. C'est allez voir le podcast. Euh, est-ce que selon toi, le TDAH est forcément un handicap ou est-ce qu'on peut en faire une force? On peut en faire une force. Comment? Alors, en travaillant sa position dans la société pour faire en sorte que les symptômes soient pas dérangeants. Alors, c'est pas très clair, mais Non, non, c'est ça. adapter votre mode de vie. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que si tu es dans un job où tu es coincé, par exemple, que ce soit physiquement ou à faire la même tâche répétitive, par exemple, pour un Mhm. TDAH, ça va être très compliqué. Si tu changes, comme tu dis, ta position dans la société vers un truc où tu peux être créatif et te laisser t'exprimer, j'imagine que c'est complètement différent. Ouais. Est-ce que tu as un conseil ou deux que tu donnes à presque tous tes patients TDAH? Informez-vous, Connaître, c'est marrant parce c'est que la base. figure-toi que j'ai fait des podcasts sur d'autres maladies ou troubles ou voilà.
Et c'est quasiment ce qui ressort à chaque fois. Mm. Notamment quand j'ai discuté avec des gens qui avaient des cancers assez sévères, qui disent, mais la première chose à faire, c'est informe-toi sur ta maladie, quoi. Comprends ce qui t'arrive. Exactement. C'est... Ouais, ok. Est-ce que tu as un truc qui, toi, t'aide à te concentrer? Le stress. Ok, la pression Mm. finale, quoi. Ouais. Excellent. Est-ce que tu penses que la Il n'y a rien méditation... qui marche mieux que ça. Donc mettez-vous des deadlines. Ah, ok, Inventez-vous ok. des deadlines. Mettez-vous la pression Intéressant. vous-même. Il faut se mettre une deadline. Ouais. Si c'est pas fait demain, je me respecte pas, quoi. Ouais. Ça, c'est important. J'aime beaucoup cette idée. Est-ce que tu as... alors, ton avis sur la médication, est-ce que tu penses qu'elle est surutilisée ou sous-utilisée? Tu dis méditation ou médication? Médication, excuse-moi, la Médicament, ok. médication. Ouais. Je sais pas si je suis objectif, mais c'est un outil exceptionnel, la médication dans le TDAH. C'est un outil exceptionnel, je m'en sers, mais c'est pas la prise en charge ne se résume pas à ça du tout, du tout. Ok, c'est Moi, ça. Donc, c'est un outil, mais c'est un pas outil. suffisant. Un outil. Alors pour répondre aux questions qui vont arriver derrière, c'est pas apprendre à vie forcément, c'est pas apprendre tous les jours forcément. On ne devient pas accro, on peut l'arrêter quand on veut. C'est pas un médicament dangereux lorsqu'il est bien utilisé aux doses correctes chez les bonnes personnes. Et, euh, et, voilà, c'est pas mal. Moi, je donne souvent Trop bien. l'image de quelqu'un qui se casse la jambe. Quelqu'un qui se casse la jambe, il a un trouble, la jambe est pétée, la jambe ouverte en deux, avec l'os visible. Voilà. Le traitement symptomatique, c'est je traite la douleur, donc morphine intraveineuse et tout le bazar. J'appelle l'orthopédiste, il lui met des plaques, des vis et des trucs. Et ensuite, on met un antibio pour pas que ça s'infecte, parce qu'on avait l'os à vif. Okay. Ça, c'est le traitement symptomatique. C'est ce que fait le médicament. Il diminue les symptômes. C'est la morphine qui va diminuer la douleur. Par contre, ce patient-là qui s'est pété la jambe, derrière, il va se faire 3 mois au lit avec un plâtre et machin, sans bouger, sans manger, sans ce que tu veux. Il peut rien faire. Il faut le rééduquer, ce patient. Il va falloir lui réapprendre à marcher. Il faut que quelqu'un aille sortir son chien. Il faut que quelqu'un lui fasse la cuisine. Il faut que quelqu'un fasse son job. Et ça, c'est le reste de la prise en charge. Tu vois, c'est les Ouais. thérapies, c'est le coaching, c'est le sport, c'est l'alimentation, c'est le sommeil, c'est la prise en charge de l'entourage, c'est former les parents qui ont un enfant qui a un TDAH. Tout ça, ça fait partie de la prise en charge. Alors, le médicament, c'est un outil exceptionnel. C'est le traitement qui marche le mieux sur les symptômes, même avant la règle, même avant tout ce qu'on a parlé aujourd'hui. Ah oui, même avant le Ça, lifestyle. ça marche mieux que faire du sport et bien dormir, en termes de Waouh. réduction de symptômes. Ok. Ça donne envie. Non, mais je veux dire, faut rester conscient de ça. Oui. C'est pour ça que des fois, on s'en sert tout de suite. Un gamin qui va à deux doigts d'être déscolarisé, etc., machin, c'est le bordel, Ouais. on n'attend pas, on le traite. On lui balance la morphine IV, il a plus mal, et C'est après on ça, traite. l'immédiat, en fait. La nécessité, c'est maintenant, quoi. Exactement. Si on a le temps, on a le temps. Mais quand on est dans l'urgence, il n'y a rien qui marche mieux que le médoc. C'est un outil exceptionnel, mais il faut bien le manier dans les bonnes conditions, chez les bonnes personnes. Trop bien. C'était très clair. Tu nous as déjà recommandé un livre, Le Manuel de l'hyperactivité. Est-ce Ouais, qu'il y a un compte Instagram ou une chaîne YouTube, hormis la tienne que je vais linker partout, que tu nous recommandes abonnez-vous. pour comprendre, pour comprendre le TDAH? Ouais, il y en a quelques-unes. Alors moi, j'aime beaucoup les. Alors, c'est pas vraiment une chaîne Instagram, c'est les vidéos du professeur Pérou, Nader. Ok. C'est plutôt des conférences qu'il donne en fait à d'autres médecins, mais je vois que dernièrement, il a fait certaines interviews, c'est un peu comme ce qu'on fait là, des podcasts, Ouais. et très intéressant. J'ai appris qu'il avait aussi un TDAH, c'est Ah rigolo. bah voilà. Ok. Ouais, c'est une vraie Oui, référence je sur l'ai le sujet. vu, je l'ai vu. Il a l'air très très chouette. Ouais, il est cool. Pédagogue et tout. Qui d'autre j'aime bien sur le... Bah, je suis obligé de citer tout le monde, c'est dans le Non problème. mais voilà, deux ou trois qui sont. En version neuropsy, il y a Sébastien Enrard, qui est très Ouais. bien, qui fait des formations, qui est très actif sur les réseaux sociaux. En termes de psychiatre chez l'adulte, il y a le docteur Weibel, il y a Pierre Oswald, qui est très, euh, très actif. Ok. Et puis en vrai, en chaîne Instagram Ouais. et en association, bah, évidemment, je parlais de Typique Atypique, c'est l'association dont je suis partenaire. Oui.
qui a une chaîne Instagram, qui a des partenaires aussi. Il y a Ludovic Roth qui fait qui a une chaîne sur le TDAH et la musique, que j'aime beaucoup. Oh, fort, ok. Donc en Je mettrai fait, tout ça, il traite, je vais ouais, essayer il de traite, retrouver un c'est maximum de trucs. TD à quoi? C'est Ok, le nom de sa chaîne. Donc il a sorti un bouquin aussi sur le traitement du TDAH par la musique, musicothérapie, c'est cool. Euh, trop bien. tu me Oh, prends de court. c'est déjà bien. Tu nous en as déjà donné plein là, c'est super. En C'est vrai, vous super cool. tapez TDAH sur Insta, sur YouTube, vous allez vous trouver plein de trucs. C'est Ouais, un ouais, petit non, monde. non, non, c'est très bien. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on t'explique sur le TDAH quand toi, tu étais étudiant? C'est une bonne question. Parce que j'en avais pas conscience, mais j'aurais bien aimé qu'on me dise, mec, ce comportement est pas normal. C'est ça. Ça, c'est Et cool. on a une Ouais, explication, ouais. et ta vie peut être plus simple. Comment est-ce que je peux différencier le TDAH de la fainéantise? Est-ce que, est-ce que finalement, les symptômes du TDAH que tu m'expliques ne peuvent pas aussi, parfois, s'expliquer par la fainéantise? Parce que je sais que c'est quelque chose qu'on va souvent mettre en avant. Non, mais en fait, tu n'as pas un TDAH, tu es juste fainéant. Tu Mhm. bosses pas assez, Ouais. pas assez dur. Tu t'organises pas bien. J'en sais rien, tu vois. C'est une question difficile, mais disons que pour moi, le facteur discriminant, c'est la volonté. C'est la Ok, volonté. Quelqu'un qui te dit, j'ai la flemme, j'ai pas envie de faire, ok. Mais quelqu'un qui te dit, qui vient te voir, moi en tout cas en tant que médecin, il vient te voir en consultation, il te dit, j'ai envie, je me bats, j'ai vraiment envie, j'ai envie de le faire, mais je bug, ça ne fonctionne pas. Je me dis, il y a un problème. Il y a, il y a, il y a un dysfonctionnement entre la volonté, qui le fait souffrir, hein. Vraiment, il donne tout ce qu'il a, mais ça fonctionne pas. Ça, c'est pas de la fainéantise. Juste que il a une voiture sans moteur. Ou alors il essaie de faire avancer une voiture en pédalant. hmm, Alors que quelqu'un qui est feignant, il est assis à côté de la caisse, il fait une sieste, tu vois. Je sais pas si l'image est jolie, mais si c'est compréhensible, mais c'est vraiment une question de mentalité, de motivation. Le fainéant, c'est quelqu'un qui veut pas faire. Point. Il a les capacités techniques de le faire, il le fait pas. Quelqu'un qui a un TDAH qui procrastine, il veut le faire, mais il y a un bug système. ouais. Alors des fois, il y a les deux. Il y a des gens qui ont un TDAH qui sont feignants. Oui, non, non, C'est je pas l'un connais. ou l'autre, si tu veux. Ouais, c'est ça. Mais si, Euh, si quelqu'un te dit, tu vois qu'il a pas de trouble de fonctionnement exécutif, qu'il a pas ci, qu'il a pas ça, et qu'il fait pas juste parce qu'il est feignant, bah il est feignant. ouais, La souffrance que ça implique de pas réussir à faire ce qu'on veut, pour moi, c'est discriminant. J'ai la volonté, mais j'y arrive pas, et ça me fait souffrir. ouais, ouais, je parlais du fait d'organiser, par exemple, des environnements ou de respecter des plannings, etc., avec ma femme. Et je lui disais, tu sais, la pression, parfois, c'est de courir un 100 mètres avec un pote, sauf que moi, j'ai un boulet au pied et lui pas. Et en fait, je vois que j'essaye et je Mhm. vois que je vais pas gagner la course. Ouais, c'est ça. Tu vois? Non, Genre, reviens. c'est un truc de fou. Parce que tu sais, en plus, je sais pas toi, mais du coup, moi, je suis totalement fasciné, mais fasciné dans le bon sens du terme. La fascination comme vraiment Mhm. ce regard de piédestal. Tu sais, pour ces gens qui sont organisés, à l'heure, il fait propre chez eux tout le temps, leur bureau est toujours rangé. Je trouve ça, mais fascinant. Moi, quand je vois ça, Fascinant. j'ai des étoiles dans les yeux. Mais Je ouais, me dis, mais ces gens sont vraiment. exceptionnels. Exactement. Je vois ça comme, je disais, Mhm. comme un athlète de haut niveau. Tu vois, quelqu'un Ouais. qui arrive à faire un truc que moi, je peux juste pas faire. Ça Absolument paraît hors de fascinant. portée, tu vois. 100%, Ouais, c'est le mot. ouais, ouais, je suis assez d'accord. Trop bien. C'était un vrai plaisir de t'avoir, Jonathan. Docteur Jonathan Moussa, vie de TDH, c'est ça, sur Exactement. Instagram. Je vais linker vers ton Instagram et vers ton YouTube. Et je veux sincèrement te remercier pour, d'une part, la qualité du contenu que tu nous as apporté, mais aussi pour ta gentillesse et ta pédagogie. Euh, on n'a pas toujours la chance d'avoir des gens qui sont et compétents et sympathiques dans la manière de dispenser leurs compétences. Donc, je veux vraiment te remercier pour ça. Bravo pour ton job et je mets les liens vers tout ce que tu fais en description. Je te remercie énormément. Plaisir partagé. C'était un plaisir de discuter avec toi. Et puis, voilà, tu es quelqu'un de très agréable aussi. Merci, prenez soin de vous. À très vite. Ciao.